Bonjour, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé l'osteo-intégration des prothèses totales de hanches non cimentées pour le traitement des ostéonécroses aseptiques des têtes fémorales. L'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est une maladie grave et invalidante qui affecte particulièrement les adultes jeunes, pour lesquels l'arthroplastie est de plus en plus proposée. Ainsi, nous avons réalisé ce travail pour analyser les résultats cliniques et radiologiques à moyen terme d'une série de PTH non cimentés sur ostéonécrose. Il s'agissait d'une étude rétrospective incluant 82 PTH, c'est 62 patients opérés dans notre service entre 2007 et 2017. Notre critère d'évaluation fonctionnelle était le score PMA et celui de l'évaluation radiologique était les critères de Hing et Massin et le score ARA au dernier recul. L'âge moyen de notre série était de 39 ans, avec une nette prédominance masculine. Aucune étiologie n'a été retrouvée dans 44% des cas. Le score PMA préopératoire était évalué à 10,8. Tous nos patients étaient classés stade 3 et 4 selon FICA et Harley pour le côté opéré. Et le couple de frottement était céramique-céramique pour 73% des patients. Au recul moyen de 6 ans, 74% des patients avaient un très bon ou excellent résultat selon la cotation PMA. Sur le plan radiologique, l'ostéo-intégration fémorale selon le score de Hing était certaine dans 74% des cas. Le score ARA était excellent ou bon dans 84% des cas pour la pièce fémorale et 88% des cas pour la pièce cotyloïdienne. Les principales complications notées, une fracture péropératoire, une parésie sciatique, un sepsis précoce, fracture de la tête en céramique et 3 fractures périprothétiques. En considérant la reprise pour décèlement comme synonyme d'échec, le taux de survie était à 95% à 5 ans et 93% à 10 ans. En effet, jusqu'à l'année 2000, l'ostéonécrose était considérée comme un facteur à haut risque d'échec des PTH avec des survies allant de 28 à 50%. Dans la littérature récente, nous remarquons une amélioration des résultats des prothèses non cimentées avec des survies à 10 ans allant de 92 à 100%. Ces résultats restent pour certains auteurs inférieurs aux résultats des PTH sur coxarthrose primitive. Mais dans cette étude comparative récente avec un recul de 10 ans, le taux de survie et l'ostéo-intégration étaient comparables. Les bons résultats des nouvelles générations de prothèses non cimentées sont dus au progrès technologique avec l'amélioration des dessins d'implants, les alliages et le revêtement. Une autre théorie stimule que le ciment est responsable d'une nécrose thermique d'un os déjà infarci et donc une fréquence élevée d'infection et d'essailement. De plus, le couple de frottement céramique-céramique, qui est un matériau biologiquement inerte, est dans la littérature récente corrélé à un très faible taux d'usure, avec un risque de fracture comparable aux autres matériaux. Pour conclure, l'ostéonécrose aboutit à un handicap fonctionnel parfois majeur et bilatéral chez des sujets jeunes et actifs. La PTH non cimentée est dans ce cas une solution efficace, fiable et durable. Merci pour votre attention. Bonjour, je vais présenter la comparaison des résultats de la synthèse des fractures du plateau tibial chassière 2 et 3 par message versus plaque. Les fractures du plateau tibial externe sont les plus fréquentes parmi les fractures des plateaux tibiaux et le traitement est actuellement chirurgical. Plusieurs procédés thérapeutiques ont été décrits. Le but de notre travail est d'évaluer le résultat de la chirurgie des fractures chassière 2 et 3 et de comparer les deux moyens de fixation utilisés. Vissage contre plaque. C'est une étude rétrospective et comparative des deux séries de fractures du plateau tibial externe type chassière 2 et 3 traitées chirurgicalement sur une période de 10 ans. On a divisé la population en groupe A, vissage, et groupe B, plaque. Le groupe A, traité par des vis 6-5 de diamètre avec rondelles de type spongieuse. Le groupe B, plaque à eau non verrouillée en aile inversée. Nos patients ont été évalués sur 3 volets, le volet fonctionnel, clinique et radiologique. Le volet fonctionnel sur le taux de satisfaction, clinique sur le score de Rasmussen clinique et radiologique sur le score de Rasmussen radiologique, qui étudie le tassement résiduel, l'élargissement du plateau tibial, la déviation axiale et l'arthrose secondaire, et calvicieux, les raideurs, les complications thromboemboliques et les complications cutanées. Les résultats à l'âge moyen de notre population est 44 ans, prédominance masculine, l'étiologie est dominée par les accidents de la voie publique, le mécanisme est choc indirect dans 72,5%, et le début de rééducation est variable entre 1 et 21 jours. Les résultats descriptifs, on note un temps opératoire et délai de consultation plus court pour le groupe A avec une différence significative. Pour les résultats fonctionnels et cliniques, Rasmussen clinique de 26,07 pour le groupe A et 25,72 pour le groupe B.
et une note pour l'amyotrophie quadricipitale retrouvée dans 15% de cas pour le groupe P. Les résultats radiologiques, un Rasmussen radiologique de 9,21 pour le groupe A et 9,14 pour le groupe P avec une différence non significative et une note particulière pour l'ablation de matériel d'osteosynthèse plus fréquente pour le groupe P avec une différence significative de la valeur de P. Les complications dominées par les complications cutanées et septiques. Pour les caractéristiques des patients ayant présenté un sepsis, on rapporte 4 cas de patients traités par plaque, dont 3 qui ont présenté un sepsis profond qui a nécessité l'ablation de matériel d'osteosynthèse. On a présenté 2 cas cliniques. Le premier, un homme de 47 ans, Chasker 2, tassement initial 18 mm. À 5 ans de recul, on a un Rasmussen clinique à 25 et radiologique à 7, avec une arthrose secondaire. Le deuxième cas, femme de 25 ans, fracture Chasker 2, tassement initial à 10 mm, traité par visage, un Rasmussen clinique 29 et radiologique à 9 à 4 ans de recul. Dans la littérature, les fractures des plateaux tibiales externes sont les plus fréquentes, survenant dans 50 à 70% des cas, et le traitement des fractures des plateaux tibiaux est presque exclusivement chirurgical. 2 études, Kulkarni et Arbit. Le premier a étudié 38 patients opérés par plaque externe sans greffe, trouvé des excellents résultats de Rasmussen clinique, tout comme Arbit qui a étudié 33 patients présentant fractures Chasker 2 et 3 opérés par visage sans greffe osseuse, a retrouvé 93% d'excellents scores de Rasmussen. L'étude de Karmakar, c'est une étude cadavérique, n'a pas trouvé de différence significative entre les deux montages, visage et plaque. Pour conclure, les résultats cliniques et radiologiques étaient meilleurs pour les patients traités par visage, mais sans différence statistiquement significative, et ce concernant les différents paramètres du score de Rasmussen. Néanmoins, nous avons noté un temps opératoire plus court, ainsi qu'un temps de complications septiques et cutanées moindre chez ces patients. Merci. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter les principaux résultats de ce travail intitulé « Les programmes de prévention des lésions du ligament croisé antérieur sont-ils appliqués chez les footballeurs tunisiens ?» Le football est un des sports de pivot qui présente le risque le plus élevé de lésion du LCA. La rupture du LCA chez le footballeur professionnel présente un impact sur sa qualité de vie, sur sa carrière professionnelle et présente un fardeau financier pour l'équipe. Pour cela, les grandes instances dirigeant le football, en particulier la FIFA, ont élaboré des programmes de prévention qui ont prouvé leur efficacité sur la diminution de l'incidence de rupture du LCA, arrivant jusqu'à 70%. En Tunisie, nous n'avons aucune étude sur l'application de ces programmes ni sur leur efficacité. L'objectif de notre travail était d'évaluer l'application des programmes de prévention des lésions du LCA en Tunisie et d'évaluer la compliance des joueurs à ces programmes. Il s'agissait d'une étude descriptive et transversale effectuée au service des urgences traumatologiques à l'Institut Rassab. Cette étude a inclus les footballeurs seniors professionnels de la première ligue en Tunisie. Le recueil des données a été effectué à travers un questionnaire préétabli en français et en arabe, réparti en une première partie d'identification personnelle et une deuxième partie comprenant 30 questions concernant les connaissances des joueurs. Nous avons interrogé 30 joueurs professionnels de football de la première division appartenant à 2 équipes, le Stade tunisien et l'Espérance sportive de Tunis. L'âge moyen des joueurs était de 28,5 ans, l'ancienneté d'activité sportive était en moyenne de 10 ans et aucun joueur n'avait eu de lésion de LCA auparavant. Tous les joueurs connaissaient le LCA et sa localisation, 16% connaissaient son rôle et son anatomie. Les facteurs de risque de rupture du LCA étaient connus chez 33% des joueurs et le mécanisme de rupture du LCA était connu chez 66% des joueurs. Le risque de rupture du LCA lié au type de chaussures et à la pelouse était connu chez 16% des interrogés. La majorité des joueurs choisissaient leurs chaussures, mais aucun n'exigeait le nombre de crampons contenus dans ces chaussures. Tous les joueurs ont déclaré s'entraîner des fois sur une pelouse sèche, abîmée ou synthétique, mais aucun joueur n'a déclaré avoir exigé une qualité bien définie de pelouse. Aucun joueur ne portait d'appareil de protection du genou lors de l'entraînement ou lors des matchs. Aucun joueur n'a déclaré avoir eu une formation sur les facteurs de risque de rupture du LCA. Aucun des interrogés ne connaissait un programme de prévention de rupture du LCA et aucun ne connaissait le programme FIFA 11+. Et enfin, les joueurs ne savaient pas si un protocole de prévention était pratiqué lors de l'entraînement ou avant la compétition. Plusieurs programmes de prévention ont montré la preuve de leur efficacité en réduisant les lésions du LCA chez le footballeur. Et ceci a été montré et prouvé dans différentes études de haut niveau de preuve. En particulier, cette méta-analyse d'essais cliniques randomisés montrant la réduction de l'incidence de rupture du LCA jusqu'à 70% pour le FIFA 11+. Mais la réduction de ce risque varie en fonction de la compétence des joueurs à ces programmes. Ces programmes de prévention sont multimodaux et ne nécessitent pas de matériel spécifique. Ils sont suffisamment complets pour constituer un échauffement d'utilisation systématique de 20 minutes, pratiqué 3 fois par semaine. On a ici l'exemple de la FIFA 11+, composé de 3 parties à pratiquer comme échauffement. Pour conclure, en Tunisie, les programmes de prévention de la rupture du LCA n'étaient ni connus, ni appliqués, ni évalués. Pourtant, ils ont prouvé leur efficacité. Nous proposons donc à la Fédération tunisienne de football de diffuser les programmes de prévention, et en particulier le FIFA 11+, aux différentes équipes. Nous recommandons aussi de sensibiliser les staffs médicaux et techniques des équipes sur l'intérêt de ces programmes de prévention. La sensibilisation doit aussi concerner les joueurs, puisque l'efficacité de ces programmes dépend de leur compliance. Merci.
Chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « Impact de la pandémie de Covid-19 au service d'orthopédie et de traumatologie en Tunisie ». Dans le monde, la lutte contre la pandémie du Covid-19 a été basée sur des mesures barrières, principalement le confinement, en plus de la réduction de la mobilité, la distanciation physique et la désinfection. En Tunisie, la phobie de la saturation du système de santé et de son effondrement a poussé les autorités sanitaires à l'arrêt des activités médicales jugées non urgentes et au redéploiement des lits hospitaliers, d'où les effets collatéraux en termes d'accès aux soins, retard diagnostic et délai de prise en charge. Il s'agit d'un travail évaluatif comparant le flux de patients opérés dans les services de chirurgie orthopédique de la région du centre-est tunisien, Kuran, Souss, Mahdi et Monastir, dont les 4 groupes de pathologies étudiées sont fractures, plaies, infections et tumeurs, pendant la même période de 2019 et celle de confinement en 2020. Pendant la période de confinement général analysée en 2020, on a remarqué une baisse significative de 27% du nombre de patients opérés par rapport à 2019. Cette baisse a été marquée dans 3 services uniquement et a intéressé principalement celui de Souss, moins 39%. Ce diagramme montre que 3 pathologies ont été touchées par la baisse, fractures, plaies et infections. Notez bien que la baisse marquée dans le service d'orthopédie à Souss a touché pratiquement toutes les indications chirurgicales. Ce n'est pas le cas de celui de Kuran où ces affections ont été stables. Il faut savoir que l'impact direct et indirect de la pandémie de Covid-19 sur le système de soins a été de plus en plus décrit dans des publications internationales. La baisse objectivée dans notre travail était significative de 27% des flux de patients admis au service de chirurgie orthopédique, généralisés, touchant 3 services d'orthopédie et 3 groupes des urgences, et différentiels selon les populations et selon le degré d'urgence perçu par les patients. Ainsi, la taille de la population active, le degré d'industrialisation et le degré d'urbanisation des régions dites aurait un rôle dans l'explication de la variabilité de l'impact du confinement sur le management des urgences orthopédiques. En plus, les gestes des barrières, notamment le lavage des mains, l'utilisation de gel hydroalcoolique, sont devenus de plus en plus pratiqués et ont contribué à la baisse de la prévalence des infections. En conclusion, les effets collatéraux des composants de la stratégie de lutte contre la pandémie de la COVID-19 sont une évidence en chirurgie orthopédique. La baisse significative d'afflux des patients poserait un véritable problème d'accès aux soins pendant les périodes des catastrophes sanitaires. L'assurance de retour progressif des activités au service de chirurgie orthopédique devrait être établie et un plan de management des crises sanitaires dans les catastrophes et les pandémies devrait être mieux préparé. Merci. Ce poster sur les déformations du pied chez le sportif. Donc, quand on dit déformation du pied, c'est une pathologie très très fréquente, pouvant aller jusqu'à 40% de la population. Mais quelle définition pour une déformation du pied? Il faut-il transposer ces résultats aux sportifs de compétition? L'objectif de notre étude était de déterminer donc la prévalence exacte des déformations du pied chez le sportif en se basant sur des définitions précises et évaluer la qualité de prise en charge. Il s'agissait d'une étude prospective descriptive sur 1 an portant au Centre national de médecine et des sciences du sport, portant sur 100 sportifs de compétition. Pour chaque sportif, nous avons mené un examen clinique général exhaustif, un examen du pied et de la cheville et un examen podoscopique. L'appareil podoscope était un miroir avec rétroéclairage fluorescent et autorisé un poids maximal de 150 kg. Nous avons mesuré les index podoscopiques de Shipos-Mirac, de Steiny et de Clark. Le diagnostic de déformation du pied n'était retenu que sur un faisceau d'arguments concordants anamnésiques cliniques et podoscopiques. Le diagnostic était défini selon la classification de Seringe qui distinguait 10 types différents. Nous avons obtenu les résultats suivants. L'âge moyen était de 21 ans. Il existait 50 sportives et 50 sportifs, une légère prédominance masculine après l'âge de 20 ans, une légère prédominance féminine avant l'âge de 20 ans. Les sports les plus souvent pratiqués étaient le football, handball et basketball. Le nombre moyen d'heures d'entraînement par semaine était 12 heures et 8 années de pratique sportive en moyenne. L'index de masse corporelle moyen était 22, un genou varum dans 25 cas, une inégalité de longueur des membres inférieurs dans 2 cas et des blessures du pied et de la cheville dans 42 cas. L'examen des charges ne montrait aucune anomalie chez 78 sportifs. Les autres anomalies étaient des griffes, une cicatrice, une syndactylie et une clinodactylie.
L'examen en charge montrait un arrière-pied physiologique dans 90 cas, mais un effondrement modéré ou majeur dans 8 cas et 6 cas, et une exagération de l'arche médiale dans 4 cas. L'examen de la chaussure montrait une usure importante dans 4 cas. L'anomalie compatible avec des déformations du pied était notée dans 23 cas, avec anomalie par défaut d'appui dans 2 cas. Les déformations du pied étaient retrouvées chez 23 sportifs. Il s'agissait de 8 pieds plats physiologiques, 8 pieds plats valgus, 4 pieds creux, 4 malformations congénitales de l'avant-pied et un hallux valgus isolé. Voici des exemples de pieds plats physiologiques, pieds plats valgus, pieds creux, malformation congénitale du pied et hallux valgus isolé. 4 sportifs uniquement avaient déjà consulté, 3 ont été traités par des orthèses de correction avec nette amélioration. La cause proclamée de non-consultation était la négligence des symptômes, mais il avait un arrêt itératif des activités chez 2 sportifs et un changement d'activité chez un sportif. Et il n'y avait aucune différence entre les sportifs porteurs de déformation du pied ou bien non porteurs de déformation du pied, y compris dans la fréquence de blessures du pied et de la cheville. L'apport de notre étude, c'est la détermination précise de la fréquence de déformation, la taille de l'échantillon, la comparaison entre sportifs avec et sans déformation. Le point faible est la possibilité de biais, puisqu'on a l'effet de la podoscopie. Le risque de blessure n'est pas en lien avec l'absence ou la présence de déformation du pied, ni avec le sport sportif. En conclusion, un sportif sur 5 a une déformation du pied. Le pied plat est la déformation la plus fréquente. Ce sont des déformations les plus souvent tolérées, mais elles peuvent engager l'avenir sportif. Dans 3% des cas, pas de différence significative entre sportifs avec et sans déformation du pied, et l'imputabilité de certains sports de la genèse de déformation reste controversée. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde, je vais vous parler de la relation entre l'ostéotomie scarf et l'angle articulaire distal métatarsien. La luxe valgus est une pathologie très fréquente. C'est une pathologie décrite par des déformations selon des angles. Dans ces pathologies, les angles métatarsophalangiens et intermétatarsiens ont été largement étudiés dans la littérature. Par contre, l'effet de la chirurgie sur le DMA est resté un sujet de controverse. Les objectifs de ce travail étaient l'étude de l'effet du scarf sur le DMA et secondairement l'étude de la validité de cet angle ainsi que l'intérêt de sa correction. Pour ce faire, nous avons mené une étude rétrospective sur 8 ans à propos de patients opérés pour hallux valgus évolué. L'évaluation clinique a été basée sur le score de leur face et radiologique sur les angles de la déformation en préopératoire et à 1 an en post-opératoire. Nous avons noté 37 cas d'hallux valgus, l'âge moyen était de 54 ans. Nous avons noté une large prédominance féminine. Le score clinique a noté un gain de 25 points et nous avons noté une amélioration significative des angles en post-opératoire, notamment du DMA. Alors, notre étude, donc, le scarf dans les hallux valgus évolués a réussi à améliorer les angles de la déformation, notamment le DMA. Et il faut savoir que la littérature est assez pauvre dans l'étude de cet angle. La revue de la littérature nous a révélé que la mesure du DMA en post-opératoire est restée un sujet de controverse, car certains auteurs ont trouvé une amélioration significative de cet angle en post-opératoire. Par contre, d'autres, ils ont trouvé l'absence d'amélioration, voire sans aggravation. On remarque ici que les formes opérées étaient évoluées et similaires à notre étude. On peut conclure qu'il n'y a pas de consensus concernant la valeur du DMA en post-opératoire, tout en sachant qu'on a utilisé des techniques chirurgicales assez similaires sur des séries homogènes. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi la correction du DMA est restée un sujet de discussion à travers des hypothèses de la littérature. Nous allons commencer par la théorie de la projection dans l'espace. En fait, le DMA il varie avec la rotation axiale et la pronation d'OMA, qui constitue une déformation tridimensionnelle contradictoire avec les mesures qu'on fait sur les radiographies, qui reflètent plutôt des images bidimensionnelles. Donc la chirurgie assure une correction tridimensionnelle. Donc la comparaison de valeurs pré- et post-opératoire du DMA sera difficile, voire injuste. Donc la chirurgie corrige donc plutôt ce que Robinson appelle le vrai DMA, qui est reflété surtout par un scanner qui n'est pas de pratique courante dans cette pathologie. En deuxième lieu, une faible fiabilité inter- et intra-observatoire dans la mesure de cet angle a été observée et a été expliquée par sa difficulté de mesure. En troisième lieu, et dans certains cas, on a trouvé un DMA non amélioré, discordant avec un bon résultat fonctionnel. En fait, la correction du valgus épiphysaire nécessite un trait longitudinal plus court afin d'assurer une rotation du fragment plantaire. Ceci se réalisera au détriment de la translation métatarsienne, donc de la correction du métatarsus, donc de l'angle M1-M2, qui est corrélé à un meilleur résultat clinique. Enfin, Wang nous a révélé qu'une valeur élevée du DMA en préopératoire, c'est-à-dire supérieure à 15 degrés, est plus corrélée à une perte de la correction
diminution de la mobilité, des douleurs post-opératoires. Pour conclure, donc, on va se référer à ce qu'a dit Crespo-Romero, c'est-à-dire favoriser la restauration d'un alignement osseux plutôt qu'un réalignement de la surface cartilagineuse, mais la correction du DMA semble être nécessaire dans les formes à DMA élevé. Donc, pour ne pas entraver la correction du métatarsus varus, Wong préconise d'associer l'ostéotomie phalangienne aquine qui pourrait aider à corriger à la fois le valgus épiphysaire et la déformation. Pour conclure, il faut retenir que le DMA est une mesure importante pour la description angulaire de la déformation en hallux valgus, qu'une valeur préopératoire supérieure à 15 degrés doit être prise en considération et que sa correction pourrait entraver la correction du métatarsus varus. Donc la conduite à tenir qu'on propose est d'assurer un alignement osseux métatarsophalangien et d'associer une ostéotomie phalangienne aquine pour mieux corriger le valgus épiphysaire et la déformation. Et je vous remercie.